Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir Dividé et Impera, donc un jeu qui est amené par Ludus Magnus Studio et en français par Intrafin Games. C'est un jeu que j'ai regardé, j'avais des petites questions, je voulais le tester pour voir, et bien ça a été une fort bonne surprise lors de ma partie de test. Donc je vous le présente. Alors avant d'attaquer sur la vidéo, je voulais, je le fais pas souvent mais j'ai tort, vous remercier à tous ceux qui suivent ma chaîne régulièrement, à ceux qui achètent sur Philibert via le petit lien pour aider un petit peu la chaîne, donc merci beaucoup. Et puis un grand merci surtout à Adrien Carpentier et Baptiste Ferlin qui ont cliqué sur le petit cœur pour une aide financière directe de la chaîne. Vraiment, je voulais remercier tous les deux, Adrien Carpentier et Baptiste Ferlin. Allez, on y va. Donc, dans Dividé et Impera, comme vous allez le voir, c'est un jeu tactique, mais quand même un petit peu stratégique aussi, dans lequel nous sommes dans une Londres post-apocalyptique où tout est gelé, et nous allons essayer de récupérer des ressources et réaliser des missions. Alors ça, théoriquement et thématiquement, pour une caste dirigeante qui s'appelle les Sangs Purs. Enfin, dans le jeu, vous les voyez pas beaucoup. Tout ce que vous voyez, c'est que on a des objectifs communs à tous les joueurs qu'on va essayer de faire au mieux tout au long de la partie, et puis on va lutter pour les différents territoires de cette Londres glacée. Alors, le plateau principal de Dividé et Impera est modulaire et j'ai plein de tuiles comme ça qui vont me permettre de le créer. Des tuiles comme vous voyez qui sont en double épaisseur et même en triple épaisseur, comme vous allez le voir là, vous voyez, vous avez une autre épaisseur. Alors ça, vous le faites vous-même, c'est-à-dire qu'il faut tout dépuncher, tout coller en fonction des numéros qui sont ici. Donc c'est un petit boulot, ça quand même de monter le jeu. Donc là, je vous montre sa version commerce classique de base. Il faut savoir qu'il y a eu une version Kickstarter avec des figurines en plastique, etc. et qu'il y a beaucoup d'extensions que je vous présenterai pas dans cette vidéo. Peut-être si je les ai plus tard, je ferai une petite vidéo dessus. Mais là, c'est vraiment le jeu de base que vous retrouverez dans le commerce. Donc, on va placer toutes ces tuiles. Alors, comment? Vous avez un placement de départ qui est fourni dans la règle du jeu pour votre première partie, qui est bien arrangé. Mais sinon, vous pouvez tout à fait les placer totalement au hasard. Alors voilà à quoi ressemble le plateau principal de Dividé et Impera, donc DEI. Alors il n'est pas complet, vous voyez, j'ai mis exprès des tuiles sur le côté pour vous montrer qu'en fait il est très vaste, il est bien plus grand que ça. Mais bon, de toute façon, déjà rien que celui-là il rentre limite dans le champ, alors si j'ai rajouté ça, ça rentre plus dans le champ, ça n'a aucun intérêt. L'essentiel c'est de voir quand même comment ça fonctionne, et juste sur un petit morceau du plateau, c'est amplement suffisant. Alors première chose à comprendre, je dis qu'on va essayer de contrôler les territoires, puisqu'on va essayer de faire différentes missions, vous verrez lesquelles, et on va essayer aussi de gagner des ressources. Alors pour ça on a des meeples, alors on a un chef, donc là c'est sur les orange, alors c'est différent pour chaque faction comme vous verrez, et puis on a des ferrailleurs, alors voilà, c'est ces pions là, on en a 15 en début de partie, mais on les a pas tous évidemment sur le plateau de jeu, je vous les mets là, vous verrez pourquoi, ce n'est pas pour rien. En tout cas, ça on va les déplacer ces meeples sur le plateau, c'est comme ça que cela fonctionne. Et je vous ai dit qu'il y avait des ressources aussi. Nous avons aussi des ressources, donc nous avons ces jetons ronds qui sont des technologies, vous allez voir, je vais déplacer, je vais mettre sur le plateau, et ces jetons triangulaires qui sont des cellules d'énergie. Alors ça, on va essayer de tous les récupérer au maximum. Alors comment on les met sur le plateau? Vous voyez, j'ai des petits triangles là, là où j'ai un petit triangle, je vais mettre de l'énergie, et là où j'ai des petits ronds, je vais mettre des technologies. Alors regarde, vous avez vu que le plateau est en 2 dimensions. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, on est sur le sol gelé de Londres, et que là, on est sur le toit des immeubles. Donc en effet, les cellules d'énergie sont toujours sur le toit des immeubles, et les technologies sont toujours au sol. Voilà, je vous ai mis tous les pions ressources. Alors vous doutez bien, on va se balader avec nos petits bonhommes pour aller les ramasser, ça c'est évident. Et puis vous doutez bien que quand je suis au sol, monter sur un toit, ça ne se fera pas aussi facilement que ça. Mais on va voir tout ça quand je vais vous expliquer les règles. Donc là, on a les ressources. Alors ce n'est pas tout, on n'a pas que des ressources, il y a aussi des avant-postes. Alors ces avant-postes, comme vous allez le voir, on va essayer de les tenir. Donc c'est des lieux sur la carte qui sont particulièrement intéressants et qu'on va essayer de tenir par rapport aux autres, parce qu'ils vont nous rapporter des points de victoire et différents avantages. Alors, ces avant-postes sont de 3 couleurs, rouge, vert et bleu, et ils vont venir se placer sur ces cercles que vous voyez, là j'ai un C, là j'ai un B. Alors mettons que si on met les bleus sur B, il faut mettre tous les bleus sur B, et si je mets les verts sur C, il faudra mettre tous les verts sur C, et puis du coup vous avez bien compris, si j'ai choisi ça, les rouges ce seront les A. Oui, vous voyez tout juste, et il faudra mettre les rouges là. Alors évidemment, là il me manque des tuiles, elles sont ici, puis vous voyez rien que celle-là, regardez, j'ai un A, j'ai un C et j'ai un B, donc rien que sur celle-là, j'ai déjà 3, donc peu importe, c'est juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Je vais vous en placer jusqu'à quelques-uns, mais il y en a 5 de chaque normalement des avant-postes. Voilà, j'ai placé les avant-postes, il y en a qui peuvent être au sol, d'autres qui peuvent être sur les toits des immeubles, puis il y a des cubes. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, on va essayer de contrôler ces avant-postes, et quand on les contrôle, on prendra le cube qu'on mettra sur son plateau personnel pour dire haha, je contrôle un avant-poste, et comme je vous ai dit, ça va apporter des avantages. Je continue à vous présenter un petit peu le plateau. Vous avez ces petits symboles que vous voyez ici, ce sont des ascenseurs. Alors ça permet de passer du sol au toit. Et ça, c'est le côté sympa de DEI, c'est cette double épaisseur du plateau. Alors, il y en a quelques-uns qui sont imprimés sur le plateau, mais vous allez voir, on va pouvoir en construire pour aller un peu ailleurs. Sinon, il n'y en a pas énormément, mais déjà, il y a des ascenseurs de base qui permettent de passer. Enfin, quand vous êtes sur les toits, vous pouvez aussi passer d'un endroit
à un autre par des passerelles. Alors il faut savoir que les passerelles c'est ça, et vous avez deux passerelles neutres qu'on vient mettre là, c'est les petits symboles qui les dessinent, pour dire voilà, on commence comme ça la partie, il y a deux passerelles neutres pour passer sur ces toits là, et puis vous avez quelques ascenseurs, 2-3 ascenseurs pour pouvoir monter. Après les autres passerelles, les autres ascenseurs, il va falloir que les joueurs les construisent, comme vous allez le voir. Alors, avant de poursuivre, une chose très importante à vous montrer, c'est ce plateau-là, qui est le plateau mission. C'est ça qui va un petit peu organiser toute la partie. Alors, il faut savoir que dans ce jeu, vous avez 4 manches, et chaque manche va se dérouler en 3 phases d'action, et à chaque phase d'action, les joueurs vont faire, on va dire, de 1 à 4 ou 5 actions. Ça dépend un petit peu, vous verrez. Donc, encore une fois, 4 manches, 3 phases d'action, et pendant chacune de ces phases d'action, on va faire plusieurs actions, ça dépendra un petit peu des tours. 4 manches, elles sont marquées ici, vous voyez, 1, 2, 3, 4, et j'ai un petit marqueur pour nous rappeler dans quelle manche on se trouve. Alors ces emplacements-là sont fondamentaux, ça c'est juste l'ordre du tour, on place un de ces jetons que j'essaie de vous retrouver, mais je ne retrouve pas, c'est pas très grave. Voilà, on place un petit jeton comme ça, ma couleur, orange par exemple, pour dire, voilà, je suis premier à l'ordre du tour. Alors, ces zones-là, c'est quoi? En fait, ce sont les cartes missions. Alors ça, je vous les montre tout de suite, parce que c'est très important. On les mélange en début de partie, et puis on va en mettre 2 lignes. Alors il faut savoir que vous avez une variante du jeu où vous pouvez les mettre en une seule ligne, mais je suis pas sûr. Moi en tout cas, ça change un peu le jeu. Ça fait un jeu de beaucoup plus de confrontation, mais moi je préfère moins, même s'il y a beaucoup d'interactions dans ce jeu, mais il y a différentes règles optionnelles pour augmenter entre guillemets la confrontation. Mais moi ça amène des petites choses dans le jeu qui a priori ne me plaisent pas, donc je préfère souvent ne pas mettre les options. En tout cas là je vous la mets pas. Bon, il reste des cartes, ça changera donc à chaque partie. Et on se retrouve avec ces cartes-là. Alors ça correspond à quoi? Je vous l'explique tout de suite, c'est fondamental. La façon dont se déroule un tour, comme je vous l'ai dit, on va avoir une manche, excusez-moi, on va avoir 3 tours d'action. Et au terme du 3e tour d'action, chaque joueur, quand il finit son dernier tour d'action de la manche, doit choisir un objectif et dire je fais cet objectif qui me rapportera des points de victoire. Et pour ça, il prend un jeton comme ça, il dit mettons premièrement, je fais cet objectif-là, je mets mon jeton. Alors vous bloquez pas le jeton pour l'objectif pour les autres, tout le monde peut le faire. Qu'est-ce que ça rapporte? En fait, c'est toujours la même chose. Les objectifs, ça vous rapporte un certain nombre de points de victoire, en l'occurrence 3, pour une condition qui est à gauche. Cette condition-là vous dit, vous marquez 3 points de victoire pour chaque avant-poste, vous vous souvenez, c'est ça, bleu que vous contrôlez. Vous allez voir comment ça marche. Donc, si vous arrivez à la fin d'une manche et que vous dites mettons, je contrôle 4 avant-postes bleus sur 5, ce qui est quand même très bien, et ben vous dites, hop, je fais cet objectif-là, 4 x 3, 12 points de victoire tout de suite. Donc on marque beaucoup de points de victoire, donc il faut se concentrer là-dessus, ces objectifs vont diriger notre partie. Alors on peut tous faire les mêmes, alors vous voyez au final comment ça va marcher. En fait, vous allez faire un objectif par colonne, pour toute la partie. Donc vous avez 4 jetons comme ça, et à la fin de la partie, vous aurez un jeton sur une carte de chaque colonne, soit celle du dessus, soit celle du dessous, en fonction de l'objectif que vous choisissez. Maintenant, pourquoi les cartes ont 2 niveaux? Eh bien ça, c'est très important à comprendre. Mettons qu'on soit à la manche numéro 3. Si à la fin de cette manche-là, je décide de faire un de ces 4 objectifs-là, c'est-à-dire les objectifs de la manche en cours ou les objectifs d'une manche ultérieure, eh bien je vais tenir compte de la zone supérieure de la carte pour les points de victoire. Si je décide au contraire de valider un des objectifs des manches passées, parce que je ne l'avais pas fait avant, et bien à ce moment-là, je tiens compte des points de victoire indiqués sur le bas de la carte. Et vous avez bien compris, c'est moins bien. Rien que celle-là, ça c'est contrôler un avant-poste, quel qu'il soit, peu importe la couleur, j'ai 2 points de victoire à chaque avant-poste que je contrôle, et bien si je le faisais alors qu'on a dépassé la manche où je l'avais mis, ce n'est plus 2 mais un seul point de victoire. Donc oui, on essaye de faire en fait les objectifs de la manche en cours, parce que c'est quand même beaucoup mieux de ne pas en laisser derrière, parce qu'il faut bien comprendre qu'à la fin d'une manche, vous êtes obligé de poser un jeton sur un objectif. Si vous êtes très mal débrouillé et qu'il n'y a aucun objectif qui vous rapporte 2 points parmi tous les objectifs présents, enfin je ne sais pas comment c'est possible, mettons, vous êtes quand même obligé de le poser, de bloquer une colonne. Maintenant je ne ferai plus aucun objectif de cette colonne, et en marquant 0 points. Bon, normalement ça n'arrive pas ça, mais vous pouvez, j'ai vu un joueur marquer 2 points sur un objectif, il n'avait pas le choix. Donc encore une fois, venir en avance comme ça, c'est pas gênant. Par exemple, je suis manche 1, je décide de faire cet objectif-là, je peux, et je vais marquer les points qui sont en haut. C'est chouette. Oui, sauf que, du coup, j'aurais pas fait d'objectif de la manche 1, qu'il faudra que je fasse obligatoirement, on doit faire un objectif par colonne, et donc quand je le ferai, cet objectif, que ce soit la manche 2, 3 ou 4, forcément, je tiendrai compte de la partie du bas, qui est moins rémunératrice en points de victoire. Voilà pourquoi on essaye de faire les objectifs de la manche en cours.
Ça reste quand même mieux. Après, vous n'êtes pas obligé, tant pis, vous ferez un petit peu moins de points de victoire. Il y a d'autres moyens de faire des points de victoire. À vous de voir un petit peu comment ça se passe, parce qu'une fois les points de victoire gagnés, ils sont gagnés. Là, par exemple, c'est 3 points de victoire par avant-poste bleu. Alors, il n'y en a pas sous mes yeux, il y en a un tout là-haut, que vous contrôlez. À la limite, si derrière ça vous intéresse plus, vous pouvez balancer les avant-postes bleus. Hein, vous pouvez vous dire, bon bah c'est bon, les avant-postes bleus, je les ai faits, mais ils ne m'intéressent plus pour la suite de la partie. Alors en l'occurrence, c'est pas vrai, parce que là, c'est contrôle de n'importe quel... Pas là, excusez-moi. Là, ça va être contrôle de n'importe quel avant-poste, et puis là, ça va être présence autour d'un avant-poste bleu. Donc, vous voyez, rien que là, il y a déjà des objectifs qui continuent à se correspondre, donc il faudra quand même les tenir. Tout ça pour vous dire quoi? Que vous allez organiser votre partie en fonction de ces objectifs. Et bien évidemment, le côté ça stratégique, je viens de vous le dire, et le côté tactique, lui, vient que les autres vont pas vous laisser faire, et que donc le jeu est très interactif entre joueurs, et que évidemment qu'on va regarder ce que font chaque joueur, et que ça va changer un peu la donne. En tout cas, ça, c'est ça qui dirige votre partie, ces objectifs, comme je viens de vous l'expliquer, cette petite mécanique est très sympa, qui donc durera sur 4 manches. Au passage, le timing de la partie est très bon, hein, il dure juste ce qu'il faut, le jeu. Ok, 4 manches, 3 phases d'action par manche, on a les objectifs ici, et tout le monde est concentré dessus, mais comment on fait nos actions, là, dans tout ça, c'est gentil, mais j'aimerais bien savoir. Et bien pour ça, on va passer sur le plateau personnel de chaque joueur qui est ici, je vous le pose là. Alors il faut savoir que ces petits emplacements là, en fait je mets juste 4 jetons. Alors ça correspond à quoi ces jetons? C'est tout simplement les 4 jetons que je vais utiliser pour marquer mes objectifs que je fais ici. Et donc il y a 4 objectifs, 4 colonnes, et ben voilà, j'ai 4 jetons pour mes 4 objectifs de la partie. Je le répète, hein, vous ne ferez qu'un objectif par colonne, hein. Vous avez bien compris, si sur cette colonne là je fais l'objectif de cette carte là, je n'en ferai jamais les objectifs, hein. Donc c'est comme ça que ça se marche, et ici vous avez 3 emplacements pour les 3 phases du jeu. Je vous ai dit qu'il y avait 3 phases d'action par manche. Et le jeu est un card-driven, c'est-à-dire que vos actions sont dirigées par des cartes. On a tous des cartes de départ, qui sont celles-là, et qui se ressemblent. Alors j'ai le petit symbole de ma faction qui est en haut. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'en fait ces cartes, même s'il y a beaucoup de points communs entre les jeux des différents joueurs, des différentes factions, ce n'est pas exactement la même chose. Les factions sont orientées. Donc ça c'est sympa, en fonction de la faction que vous allez jouer, vous allez plutôt jouer d'une manière ou d'une autre. Alors après, il y a de la flexibilité dans le jeu, rassurez-vous, mais évidemment que l'orientation de votre faction, si vous n'en tenez pas compte, bah, c'est un peu dommage, quoi. Ça va vous poser des problèmes. Alors, ces cartes-là, comment ça marche? En fait, c'est très simple, j'en ai 8 en main. Quand c'est à moi de jouer, lors de la première phase, voilà, je suis premier joueur, c'est à moi de jouer, je décide d'une carte, mettons que je prends cette carte-là, je la pose ici, et je réalise tout de suite les actions qu'il y a dessinées en dessous. Là, j'ai 2 actions dessinées. J'ai fait ça, je continue, j'en choisis une deuxième, je la pose par-dessus, et je fais les actions qui sont dessinées. Alors, vous pouvez en faire une, 2 ou aucune, en fait, ce que vous voulez. Et je fais les actions. Et j'ai fini ma première phase d'action. Les autres joueurs font pareil, ça revient à moi. Allez, hop, je décide de faire cette action-là. Puis, hop, de faire cette action-là. Alors, quand il y a 2 actions, vous les faites dans l'ordre que vous voulez. Hop, tout le monde fait pareil. Et puis, vous avez bien compris, 3e phase d'action, je fais ces 2 actions-là. Puis, je fais ces 2 actions-là. Donc, ces 2 cartes-là, je les garde. Alors, vous allez voir, hein, là, je vous montre juste en général, mais il y a plein de petites feintes. On peut racheter de nouvelles cartes, évidemment. Comme vous allez voir, on va modifier son paquet, c'est fondamental. Donc, on fait comme ça, et puis quand on a fini la manche, donc on passera à la manche suivante là-bas, et ben on récupère toutes nos cartes. Et oui, on récupère nos cartes. C'est-à-dire qu'en fait, on va rejouer la manche suivante avec les mêmes actions. Donc on a tout un pool d'actions, en fait, dans notre main, et il y a plus d'actions possibles qu'on en fera, puisqu'on en fera que 6 cartes, et il y en a 8 cartes en main, et à chaque manche, ben, on va décider lesquelles on fait. Mais comme je vous ai dit, et je vais vous le montrer tout de suite, on va modifier son paquet de cartes au cours de la partie, et ça c'est très important. Mais comme vous allez le voir dans un instant, on n'a jamais plus de 8 cartes. Donc vous allez voir comment je vais gagner de nouvelles cartes, mais en gagnant de nouvelles cartes, eh ben je suis obligé d'en défausser certaines que j'ai déjà en main, pour ne pas avoir plus de 8 cartes en main. Donc je vais modifier mes possibilités d'action à chaque manche, mais à chaque manche je choisis librement dans toutes mes cartes. Et ça marche très très bien, vraiment très bien. Et les cartes, il faut en acheter, vous allez le voir tout de suite. Donc les cartes qu'on peut acheter, c'est où? Ben, c'est sur des marchés aux cartes. Alors vous voyez, vous avez le marché vert, vous avez le marché bleu, vous avez le marché rouge, et vous avez le marché noir. Donc ça, ce sont tous les marchés de cartes qu'on met sur le côté du plateau, bien évidemment. Et ça, comme par hasard, regardez, ça correspond à la couleur des avant-postes. C'est pas pour rien. Alors en fait, on a des tas de cartes qui correspondent à la couleur, rouge, bleu, etc. Et on va venir les mettre, alors ça par contre c'est, oui ça c'est le marché noir, ou le marché noir. Et on va venir mettre un tas, et puis mettre pour chaque marché 3 cartes, comme ça, qui sont disponibles. Hop, je vais y arriver. Tac, à l'achat, et puis le tas, évidemment, ici. Là, c'est les bleus, donc je viens mettre ici, et vous avez bien compris la suite.
Voilà, on a en permanence donc ces 4 marchés avec 3 cartes, donc 4 x 3, 12 cartes possiblement à acheter. Comment on fait pour acheter une carte et pour changer une carte? Alors ça, je reviens avec votre carte Dryden. Si à ce tour de la manche ici, je décide d'acheter une carte, et bien en fait je vais cramer une de mes cartes actions. Pour 2 raisons. Je choisis une de mes cartes actions que j'ai en main, je la retourne, dessus j'ai le symbole d'achat, et je la pose ici. Et là, ça veut dire j'achète une carte. Donc, acheter une carte vous consomme une de vos actions du tour. Puisque c'est, là j'ai retourné la carte. Donc j'achète une carte. Quand je veux acheter une carte, comment je fais? Première chose, il faut voir si j'ai le droit de l'acheter. Et bien sur les 3 marchés de couleurs, il va falloir contrôler, premier intérêt de contrôle, les avant-postes pour pouvoir les acheter. C'est-à-dire que si, alors vous allez voir comment on contrôle, je vous l'expliquerai après, hein, mais si on contrôle les avant-postes, on va pouvoir en acheter. En fait, la carte qui est la plus à droite, tout le monde peut l'acheter, peu importe. La carte qui est au milieu, il faut que vous contrôliez au moins un avant-poste de la couleur considérée pour pouvoir l'acheter. Et la carte qui est à gauche, il va falloir que vous contrôliez 2 avant-postes au moins de la couleur considérée pour pouvoir l'acheter. Donc ça c'est sympa, il va falloir contrôler les avant-postes, c'est un de leurs intérêts, vous allez voir il y en a d'autres, et en fonction de ce qu'on contrôle, on peut acheter plus ou moins de cartes, on est plus ou moins en concurrence. Hein. Si je suis le seul à contrôler 2 avant-postes rouges par exemple, bah, je sais que cette carte-là, il n'y a que moi qui peux l'acheter, je suis pas pressé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette carte-là, je fais cette action d'achat, immédiatement je la prends, mettons que j'ai décidé d'acheter cette carte, n'importe quoi, celle-là, mettons que je décide que j'achète celle-là, je la mets dans ma main. Donc ça veut dire que là j'ai joué une carte, mais je peux tout de suite jouer la carte que je viens d'acheter et l'utiliser. Ou la garder pour un autre tour de cette manche, ou pour plus tard. Mais en tout cas, on peut l'utiliser tout de suite si vous avez fait votre première action, une action d'achat de carte. Alors, au passage, je vais vous le dire, le marché noir, c'est un peu différent. Vous n'avez aucun prérequis en contrôle d'avant-poste. Par contre, si vous achetez celle-là, ça vous coûte... Alors, je vous ai pas dit aussi le coût, excusez-moi, mais ça vous coûte une ressource ronde comme ça en plus. Ici, ça vous coûte rien. Là, vous gagnez une ressource ronde de la réserve, parce qu'il y en a en plus. Vous gagnez une ressource ronde quand vous l'achetez. Alors, le prix, bah, vous avez compris, c'est super simple. Il est indiqué en haut de la carte. Hein. Vous voyez ici, c'est 2 ressources rondes, 3 ressources rondes, une ronde et une triangulaire, enfin une énergie et une technologie, bah voilà, etc. Vous voyez le différent prix. Mais je reviens juste. Cette carte-là, je l'ai gagnée, mais quand on récupère nos cartes, vous savez, à la fin de la manche, toutes les cartes que l'on a retournées, comme ça, donc on a utilisé pour acheter, elles vont dans notre rebut. C'est-à-dire qu'en fait, on a un emplacement tout là-haut, sur notre plateau personnel, et on ne les utilisera plus de toute la partie. Et c'est comme ça qu'on continue à avoir toujours le même nombre de cartes en main. Hein, donc on enlève une carte de notre jeu qu'on met dans notre but et on les garde. Alors pourquoi on garde? Parce qu'il faut savoir regarder ces cartes là, donc pour vous les remontrer, je vous l'ai dit, là vous avez le coût de la carte pour l'acheter, ici en dessous l'action, évidemment elles sont toutes mieux que les actions de base que vous avez, hein, toutes, mais là c'est des points de victoire en fin de partie. Donc les cartes c'est très important d'en acheter, parce que c'est des points de vie, ça vous facilite la vie avec bien meilleures actions, vous allez vous créer une main de cartes qui va pouvoir permettre de faire des actions de mieux en mieux, de plus en plus efficaces, et croyez-moi, parfois ça dépote, hein, si vous y prenez bien, notamment sur celle-là d'ailleurs. Donc encore une fois, vous allez pouvoir avoir de meilleures actions, et vous allez gagner des points de victoire en fin de partie. Alors attention, les ressources que vous avez en fin de partie, ici celle-là, c'est 1 point de victoire par ressource. Donc bon, par exemple, cette ressource, elle me coûte cette carte par contre me coûte une ressource, elle me rapporte 3 points de victoire. 1 point de victoire, 3 points de victoire, j'y gagne. Allez, on va rentrer un petit peu dans le feu de l'action. Quelles sont les actions que je vais pouvoir faire donc à mon tour et comment ça marche? Donc comme je vous disais, on va jouer des cartes. Alors première chose qu'on va pouvoir faire, c'est évidemment déplacer nos bonhommes. Alors il faut savoir que, regardez, vous avez des refuges neutres, là c'est ce petit symbole là, vous en avez un ici aussi, vous avez 2 refuges neutres en début de partie, d'ailleurs quand vous mettez au hasard, il ne faut pas qu'ils soient côte à côte. Donc vous avez 2 refuges neutres. En fait en début de partie, chaque joueur va pouvoir mettre son chef hein, et 2 de ses ferrailleurs sur 15 dans les refuges neutres. Alors il fait un peu comme il veut, hein, il les dispatche comme il veut. Alors il faut savoir que quand je joue à 4, ce que j'ai fait à ma partie, d'ailleurs je pense que c'est le meilleur nombre de joueurs, c'est bien de jouer à 4. En fait le premier joueur il avait 2 ferrailleurs et son chef, le deuxième joueur 3 ferrailleurs, le troisième joueur 4 ferrailleurs et le cinquième joueur dans l'ordre du tour, le quatrième joueur, pardon, dans l'ordre du tour, 5 ferrailleurs. Donc quand vous êtes loin dans l'ordre du tour, vous attaquez avec 5 ferrailleurs sur le terrain, quand le premier il attaque avec 2. Mais il est le premier à se poser, et ce sera le premier à jouer. Et comme il y a énormément de concurrence sur le terrain, c'est très important. Donc qu'est-ce que l'on va faire comme action? De toute façon, les actions, elles sont là. Hein. Après, les autres, elles sont bonusées. Déjà, vous avez les déplacements, c'est les petites bottes que vous avez comme ça. Quand c'est à moi de jouer, je peux jouer ça pour faire un déplacement. Un déplacement, ça veut dire quoi? C'est que je vais pouvoir prendre autant de meeples que je veux dans une région où je me trouve pour aller dans une autre région, qui est adjacente. Ah, les régions, c'est quoi?
il faut bien comprendre que sur le plateau, vous avez les quartiers qui sont les tuiles, les grandes tuiles comme ça, et les régions qui sont les zones délimitées par des traits. Par exemple, là, une région, si je prends ici, regardez là, on considère que c'est un trait, donc ça c'est une limite, et puis là, le trait en fait c'est la limite des immeubles, hein. Donc tout ça c'est une région. Donc oui, une région ça peut être sur plusieurs plateaux. Ici par exemple, la région est délimitée par des hauteurs, donc autant c'est considéré tout à la même hauteur, vous n'êtes pas embêté avec des ascenseurs pour aller d'un toit à un autre, mais par contre quand vous avez une hauteur comme c'est ici, là une épaisseur, ça délimite une région. Donc là vous avez une région, là vous en avez une, là vous en avez une, là vous avez une autre région, là vous en avez une autre. Et ainsi de suite, là, vous voyez, vous avez des traits, donc là vous avez une région. Bon, c'est assez clair, hein. Là vous avez une région, avec les deux avant-postes qui sont dans cette région-là. Donc voilà, les régions se chevauchent, dès qu'il y a des traits, c'est plus la même région. Donc quand je veux aller d'une région à une autre, comme je vous dis, un déplacement, j'en prends autant que je veux, je peux tout prendre ou pas, et je vais dans une région adjacente, mettons que je joue ça, je vais aller ici, ici, ici ou là. Pourquoi ni là ni là? Parce que ça c'est des toits, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des ascenseurs, on ne peut pas monter comme ça, tranquillement, d'une base au toit. Donc hop, je les amène tous ici. Ça c'est la première action, c'est l'action de déplacement. Bon c'est tout simple, non. Parce que pour pouvoir vous déplacer dans une région, il faut qu'à la fin de votre déplacement, vous soyez majoritaire dans cette région. Eh oui. Donc si un autre joueur ici avait dans cette région avant que j'y aille, mettons 4 meeples, 4 ferrailleurs, et que moi j'arrive avec 3, je ne peux pas y aller. Il me bloque l'entrée avec ces 4. Il est majoritaire. Et la majorité, vous allez voir, ça joue énormément sur le plateau. Donc pour être majoritaire dans une région, c'est très simple, il faut avoir strictement le plus de meeples, c'est-à-dire 2 ferrailleurs. Et vous m'avez bien compris, si vous êtes dans une région où il y a des avant-postes ici, et que vous êtes majoritaire dans cette région, à ce moment-là, vous contrôlez l'avant-poste. Et quand on contrôle l'avant-poste, on prend le cube qu'il y a dessus, et on va le mettre sur son plateau personnel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à bien comprendre, cette majorité que je vous montre avec le déplacement. Vous ne pouvez pas vous déplacer si vous n'êtes pas en majorité. Première chose. Je vous montre la deuxième action aussi de cette carte-là. Ça, c'est quoi? C'est récolter une ressource. Donc vous regardez où vous avez des meeples, peu importe, sur le plateau. Et puis, si dans cette région-là, vous avez il y a des ressources, vous en prenez une, pas 20, une seule. Attention, uniquement si vous êtes majoritaire. Et ouais, on y est tout le temps. Je suis dans cette zone-là, génial, je voulais prendre une ressource, mais manque de bol, je la prends pas ce tour-là, puis au tour suivant, un autre joueur débarque avec 4 bonhommes. Alors s'il débarque, c'est que forcément il est majoritaire, sinon il n'a pas le droit de venir. Ah je suis plus majoritaire, au tour suivant, je peux pas prendre de ressources. Il faut être majoritaire pour pouvoir prendre des ressources, pour pouvoir récolter. Donc là, par exemple, cette action-là, je me déplace. Si j'arrive ici, c'est que je suis majoritaire, sinon j'ai pas le droit d'y aller. Et derrière, je prends une ressource. Tac, et je la mets sur mon plateau. On est limité à 10 ressources au total sur son plateau personnel. Si on en consomme, on en gagne plus, on est obligé d'en défausser, par contre de son choix, mais on est obligé d'en défausser. Donc ça, c'est récupéré. Alors, il faut bien comprendre aussi une chose, puisque je vous montre un petit peu les actions, c'est que les personnages principaux de chaque joueur sont asymétriques et ont un pouvoir. Là, je vous en montre qu'un, mais évidemment, il y en a 3 autres. Donc, chaque joueur a un pouvoir, et qui correspond donc à son meeple, qui est le meeple de son chef. Alors lui, par exemple, c'est quoi? C'est que quand je fais une action de récolte, comme je viens de vous dire, pour récolter une ressource, s'il est dans la zone où je récolte, j'ai le droit d'en récolter une de plus. Donc voilà, dans cette situation-là, ici, comme j'ai lui, je peux récolter 2 ressources. Ah ouais, ça c'est bien. Alors, ils font quoi les autres? Alors, même si je vous montre pas les meeples, en fait, vous en avez un, c'est le gros build de la partie. Lui, quand il y est, le chef de cette faction-là, il compte comme 3 pour les majorités. Lui tout seul. Donc, 3 plus, par exemple, si ça avait été ce cas-là, il serait 3 plus 2, il a 5 de majorité là. Autant vous dire que lui, quand il est dans un quartier, c'est chez lui, quoi. Donc ça, c'est une des factions qui est donc le meeple chef compte pour 3, pour les majorités. Vous en avez une autre, la chef en question, elle n'a pas besoin d'ascenseur pour monter ou descendre des toits. Alors par contre, elle se déplace toute seule quand elle fait ça, donc elle peut pas emmener des copains avec elle, mais par contre, le meeple chef, lui, il peut monter, descendre, elle se balade où elle veut, elle n'a pas besoin d'ascenseur pour monter et descendre. C'est son pouvoir à elle. Après, vous avez le dernier. Donc la dernière faction, son chef est furtif, c'est-à-dire que vous pouvez déplacer avec le mouvement que je viens de vous montrer, son chef avec autant d'unités que vous voulez, dans une zone sans être majoritaire. Les majorités ne vous gênent plus pour aller dans une zone, à partir du moment où le déplacement se fait avec le chef, et éventuellement d'autres ferrailleurs avec lui. Donc un qui peut se déplacer en se foutant des majorités, donc on ne le bloque pas
en faisant une grosse majorité dans une région. Un qui peut, toute seule par contre, là elle emmène personne, monter sur les toits et descendre sans ascenseur, sans rien, elle est complètement libre de ses mouvements, alors que nous on est coincé par les immeubles si on n'a pas d'ascenseur, comme vous allez le voir. Donc lui qui récolte 2 ressources au lieu d'une seule, et le dernier qui est une majorité de 3, rien qu'avec un seul meeple qui vous bloque. Voilà, ça c'est les pouvoirs différents de toutes les factions, et évidemment il va falloir en tenir compte. Mais il faut savoir que ces pouvoirs, en fait, sont en plus renforcés par des drones. Alors ça, je vous en ai pas parlé, c'est volontaire. Dans le jeu, il y a une autre mécanique que sont les drones. Les voilà. Alors, vous avez 4 drones différents. Alors, il faut savoir qu'en début de partie, on a des jetons qu'on vient poser là sur ces petites icônes. Et il y a 4 jetons. Et donc, sur ces 4 jetons, il y a le dessin d'un des drones. Donc, on les pose façon cachée aléatoire. Et puis, on les révèle après. Et puis, on voit bien quel drone va où. Hein. Donc, au début, c'est un peu au hasard. Alors, là, vous voyez, j'en ai 2. Je crois pas que j'ai les 2 autres. Les 2 autres doivent être sur les tuiles que j'ai pas posées. Bon, ça n'a pas d'importance. Je vous les mets n'importe où, les drones. Peu importe. Voilà. Il y a 4 drones dans la partie. Et qu'on joue donc à 4. Et en fait, chaque faction va d'entrée de jeu, dans son tas de cartes, avoir une carte pour son drone. Vous voyez, ce drone-là, vous l'avez reconnu, c'est celui-là. Donc cette faction-là, la faction orange, elle, d'entrée de jeu dans la partie, elle contrôle ce drone. Et vous avez bien compris, chacune des autres factions contrôle un autre drone. Et c'est lié. Je vous ai expliqué que lui, par exemple, son pouvoir, c'est de récolter une ressource de plus quand on récolte, donc avec l'action récolte. Le drone, c'est un drone qui récolte, c'est une moissonneuse. Si je joue ma carte drone à mon tour pour activer mon drone, qu'est-ce qui se passe? Si je joue cette carte-là, première chose, je déplace mon drone. Potentiellement de combien? De 0, de 1 ou 2 régions adjacentes. Par contre, le drone, il se fout des hauteurs. Hein. Lui, il passe tranquillement sur les toiles, le sol, etc. Donc je le bouge de 2, alors voilà, je pourrais faire ça, puis je pourrais me dire, oh, bah tiens, je bouge de 1 seulement, et je m'arrête dans cette région, donc il fait tout ça. Ça, c'est le drone moissonneur, donc vous commencez, vous le bougez de 0, 1 ou 2. Et ensuite, d'entrée de jeu, vous prenez tout de suite 2 ressources de la zone où il est arrivé, vous vous foutez des majorités. Il en prend 2. Donc ça, c'est le moissonneur, donc lui, grâce à ce drone-là, il peut se balader et en prendre 2 ressources. C'est quand même très très bien. Avec les ressources, on achète les cartes, je vous rappelle, les cartes, c'est des actions bonusées, ça crée votre jeu, vous allez vous créer une machine avec un jeu qui marche très bien, en fonction de ce que vous allez faire dans la partie. Ça, il y a toute une construction de sa main de cartes qui est tout à fait agréable. Donc ça vous permet d'acheter ces cartes-là, et ça vous fait des points de victoire en fin de partie, puisque ça, à chaque fois c'est un point, les cartes c'est des points de victoire, donc bon bref. Lui, le moissonneur, c'est quand même très fort. Les autres drones qui sont présents, lui, pareil, si vous l'activez, alors bon, c'est une autre faction que je vous montre pas, mais il y a une carte pareille avec le petit symbole de ce drone-là, la faction qui le dirige, il va pouvoir le déplacer de 0, 1 ou 2 quand il active le drone, comme d'habitude, région, et là où il arrive, il va déposer 2 de ses ferrailleurs. En gros, c'est un truc qui spawn partout, les ferrailleurs du type, et puis il les pose, il s'en fout, la majorité, là. Hein. Il pose 2 ferrailleurs, donc ça vous permet d'envoyer des ferrailleurs un petit peu partout. Celui qui peut spawner comme ça d'entrée de jeu ces ferrailleurs un peu partout, à raison de 2 et quelles que soient les majorités, il est associé avec le chef qui peut monter et descendre des immeubles sans ascenseur. Ensuite, celui-là, c'est le téléporteur, c'est-à-dire celui qui va contrôler ce drone. Là où il se situe, le drone, s'il a des unités présentes, il va pouvoir les envoyer où il veut sur le plateau. S'il les envoie sur un sol, il peut téléporter comme ça 2 ferrailleurs, 2 meeples. Alors pas forcément au même endroit d'ailleurs. S'il téléporte sur un toit, il ne peut en transporter qu'un seul. Donc oui, ça c'est pas mal aussi, et ça va avec celui qui est furtif. Vous savez, celui qui peut se déplacer, le chef, en se foutant des majorités dans les différentes régions. Donc ça, c'est son drone. Et enfin, celui qui, vous savez, compte pour 3 en majorité, le gros Bill, il peut prendre ce drone-là. Il a ce drone-là. Et ce drone-là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, vous pouvez le déplacer de 0, 1 ou 2 quand vous jouez la carte de ce drone. Et immédiatement, là où il arrive, il va détruire un ferrailleur par joueur présent. Donc si là, il est ici, mettons, il va faire 1, 2, il vient ici, et tout de suite, il détruit, il n'y a qu'un seul joueur présent, donc il détruit un de ses ferrailleurs qui va retourner dans la réserve du joueur. Alors, j'ai un petit doute là-dessus, est-ce qu'il sort du jeu ce ferrailleur, ou est-ce qu'il retourne dans la réserve du joueur? Je pense qu'il retourne dans la réserve du joueur, mais pour ça, la règle n'est pas très claire. Enfin, nous, on l'a joué comme ça, il retourne dans la réserve. Donc lui, il détruit, alors, un seul de chaque joueur présent. Alors ça, c'est bien foutu. Pourquoi? Parce que du coup, ça ne casse pas les majorités, c'est pas king-making. Hein, parce que comme il arrive ici, les majorités étaient en place, avec peut-être 2 ou 3 joueurs présents dans la région, peu importe, lui, il vire un ferrailleur de chaque joueur. Hein. Donc du coup, les majorités sont pas cassées. Est-ce qu'attention, les chefs, eux, ne peuvent pas être détruits, ne peuvent pas être virés. Mais ce n'est pas tout. Lorsque le joueur qui utilise ça fait ça, il va en plus gagner un point de victoire, là-bas, par ferrailleur qu'il a viré du plateau. Mais ce n'est pas tout. En plus, il va gagner un jeton Glucidion. Alors, les jetons Glucidion, c'est quoi? C'est des jetons qui sont comme ça. Alors, je vous montre dans le sachet. Alors, ils sont tous face cachée. Il va prendre un jeton Glucidion, on en gagne de différentes manières. Et il le garde
à côté de lui. Alors les jetons Glucidion, c'est quoi? C'est simple, c'est des actions en fait que vous allez pouvoir mettre sur vos cartes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si j'ai gagné ce jeton Glucidion, je vais y arriver. Mettons, vous allez voir cette action ce que c'est, mais à un moment, par exemple en faisant ça, je le garde à côté de moi. Puis quand c'est à moi de jouer, quand je joue mes cartes là pour faire mes actions, et ben je peux dire attends, je fais une action en plus, qui est l'action de mon jeton Glucidion. Donc je le pose sur la carte, je fais des actions de la carte plus cette action là. Donc c'est des actions que vous allez faire en plus à chaque tour. Par contre, une fois que vous l'avez utilisé, il revient dans le pool général des jetons. Vous ne le gardez pas une fois, il est utilisé qu'une seule fois, mais il revient dans le pool général, donc on pourra le repiocher, mais enfin il y en a pas mal hein, quand même. Hein. Donc ça, lui, donc, il dégomme un type par adversaire présent, pas vos propres types bien sûr, il gagne un point de victoire pour chacun, et puis il vous gagnez un Glucidion. Alors ça peut paraître fort, mais en fait non, c'est équilibré. Faut pas oublier que la moissonneuse, là, vous en prenez deux, elle se fout des majorités. Avec ça, vous faites des vaches aux autres, hein, quand même. Moi, je l'ai fait. Hein. En plus, ça, c'est 2 points de victoire. En plus, vous achetez des cartes, donc c'est très puissant. Donc là, oui, heureusement qu'il gagne quand même un point de victoire par Gus qui dégage et un Glucidion. Faut un petit peu équilibrer. Là, de pouvoir envoyer vos Gus où vous voulez, c'est énorme. Si vous voulez envoyer, là, je prends ça, j'envoie 2 de mes Gus ici, bim, je prends la majorité ici s'il y avait personne et que tout le monde est plutôt dans ce coin-là, et je prends, bam, bam, je prends le contrôle de 2 avant-postes. C'est très puissant aussi. Et ça, à pouvoir spawner où on veut, c'est aussi très puissant. Donc tous les drones sont très puissants. Donc, mais chacun à sa manière est orienté vers la stratégie de chaque faction. Et petit truc bien sympa, c'est qu'il y a des cartes drones, regardez, en plus de celles que chacun a dans son tas de départ. Et en fait, ces cartes, on va en mélanger 3, si je ne dis pas de bêtises, dans chacun des marchés de couleurs. Alors, il n'y en a pas dans le marché noir. Dans le marché noir, vous n'avez pas de carte drone. Par contre, vous en avez dans les marchés de couleurs. Et ça, n'importe qui peut l'acheter. C'est que mettons que moi, je suis la faction orange, donc je contrôle ce drone-là. À un moment, cette carte-là sort. En fonction de là où elle est, je peux l'acheter. À cette action, je décide de l'acheter. Et bien maintenant, je vais contrôler mon drone, mais je vais pouvoir aussi, avec cette carte, contrôler potentiellement cet autre drone-là. Donc au fur et à mesure de la partie qui avance, et ben quand on voit passer des cartes comme ça, si vous voulez être le seul à le contrôler votre drone, vous avez intérêt à les acheter à chaque fois qu'elles sortent, sinon vous pouvez laisser les autres. Alors regardez pourquoi il y a un plus 1, ben, par exemple avec cette carte là, donc on active ce drone là, mais il peut se déplacer de 1 de plus, 0, 1, 2 ou 3. C'est pareil pour tous les autres, vous avez du plus 2, voilà, c'est le maximum. Donc avec ces cartes drone, en fait, qu'on va mélanger donc avec ces marchés là, on va pouvoir contrôler d'autres drones que celui de départ, ou alors pouvoir faire agir son drone plus d'une fois par manche. Et oui, comme au départ, dans notre tas, on n'a qu'une seule carte drone, une fois qu'on l'a jouée pour faire une action au cours d'un tour, eh ben on la rejoue pas. Donc ça veut dire qu'à chaque manche, on ne peut activer son drone qu'une seule fois. Mais si j'achète une autre carte de mon propre drone et que je l'ai en main, eh ben je pourrais l'utiliser 2 fois mon drone à la manche. À vous de voir, plusieurs fois votre drone ou pouvoir utiliser le drone des autres. Alors vous pouvez vous dire, oh bah c'est vache, je veux faire un truc, l'autre utilise mon drone. Ouais, mais en fait c'est pas si vache que ça, parce que par exemple lui qui moissonne, eh bien, il peut commencer à vider une zone, et un autre joueur qui moissonne aussi, boum, il le dégage, il l'amène ailleurs, bon en fait ça vous arrange, que ça vous permet de repartir derrière un petit peu mieux. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose que quelqu'un d'autre dirige votre drone, après c'est à vous de voir et de réfléchir à ça. Donc les drones, c'est quand même très très important. Autre action que l'on peut faire, mis à part donc se déplacer et récolter les ressources, c'est construire. C'est ça. Alors, on n'a qu'une seule carte comme ça. Alors, les decks, je vous le répète, sont différents pour chaque joueur. Pour chaque faction, pardon. Donc, construire, ça veut dire quoi? On va pouvoir construire quelque chose. Quelque chose, c'est quoi? Soit on va pouvoir construire un refuge. Alors là, on va poser ce jeton refuge en faisant cette action de construction, là où on a des meeples. Hein, peu importe où c'est, bon, là, en l'occurrence comme ça, mais je peux poser un refuge. On va pouvoir construire aussi un ascenseur. Et oui. Donc pareil, il faut avoir des meeples à l'endroit en question, et tant que je suis là, je vais pouvoir, si j'ai un meeple, hop, avec cette action, je construis un ascenseur. Alors je le pose dans une région au sol qui connecte avec une région du toit, mais mettez-le bien à côté. Hein, parce que ça, par exemple, c'est pas pareil que ça. Là, je peux monter ici, mais je peux pas aller là. C'est 2 régions différentes de toit. Si je le mets là, c'est que je viens d'ici à là. Hein, donc ça, c'est 2 régions différentes. Donc je peux construire un ascenseur. Attention, c'est mon ascenseur. C'est-à-dire que de cette région de sol à cette région de toit, il n'y a que moi qui peux y monter. Chaque ascenseur est verrouillé pour sa faction. Et enfin, je peux construire des passerelles. Alors, pour construire une passerelle, il va falloir que j'ai un meeple à l'endroit où je veux la construire, et ça me permet de rejoindre 2 zones de toit. Alors, pareil, les passerelles, elles n'appartiennent qu'aux joueurs de la couleur. Donc là, je n'ai pas, il n'y a que moi qui peux l'emprunter. Donc ça m'évite de descendre ici avec une action de déplacement, de remonter ici avec une action de déplacement, et en plus, il me faut 2 ascenseurs. Donc c'est pas très pratique. Hein. Là, avec l'action de toit, boum, un seul déplacement, je suis de l'autre côté. Alors des passerelles, on en a 3, et on a 3 refuges, et on a 3 ascenseurs. Maintenant, vous pouvez tout à fait construire ailleurs en prenant un jeton que vous avez déjà posé pour le mettre ailleurs. Vous n'êtes pas limité du tout dans la partie, mais par contre, vous en aurez que 3 à chaque fois sur le terrain. Alors, il faut savoir que pour les passerelles, vous avez des petites règles. Une passerelle n'a pas le droit de traverser des tuiles. Par exemple, je n'ai pas le droit de faire une passerelle comme ça, parce que regardez, là, je traverse 2 tuiles différentes. Ça, c'est interdit. De même, une passerelle n'a pas le droit d'être au-dessus de 2 régions différentes. Là, c'est bon parce que je suis au-dessus que d'une seule région, comme vous pouvez voir, celle-là. Mais je n'aurai pas le droit
roi, je suis en train d'essayer de chercher une configuration où ça arrive, j'y arrive pas bien, bon, peu importe, mais j'aurais pas le droit d'avoir un truc qui passe, voilà, peu importe, là ça marche pas, mais au-dessus de 2 régions. Donc une passerelle, elle doit surplomber qu'une seule région, et elle ne peut pas franchir une tuile. Faites bien attention à ça, parce que vous oubliez, et il faut vraiment pas pouvoir franchir une tuile, c'est trop facile sinon. Donc on ne franchit pas de tuile avec sa passerelle. Donc ça, c'est l'action de construction. Et là, vous vous dites, ok, c'est l'action de construction, bon, les passerelles, j'ai bien compris, l'ascenseur, ok, mais ça sert à quoi les refuges? Eh bien, les refuges, en fait, c'est l'action de spawn, hein, c'est-à-dire enfin, l'action de déployer 2 nouvelles unités. Vous la voyez ici, et vous la voyez là, vous en déployez 2, par exemple. Eh bien, je peux déployer des nouvelles unités, alors une par petit symbole de tête, comme ça, dans les zones de refuge neutres, toujours, toute la partie, mais aussi dans les zones où j'ai mes refuges à moi. Ça me crée une zone où peuvent arriver mes bonhommes. Alors vous voyez, la carte de construction, c'est toujours une construction, puis après au choix, soit je dépose un bonhomme, soit je récolte, soit je déplace. Alors je vous ai montré en fait toutes les actions, un déplacement, rajouter des bonhommes, prélever des ressources, construire, et en fait on se retrouve toujours, vous voyez, avec les mêmes actions. Bon là j'ai 2 fois le déplacement, mais sur toutes mes cartes c'est les mêmes actions. Et puis le drone, bien évidemment, activer un drone. Alors après, les cartes ici, évidemment ça change. Hein. Par exemple, cette carte-là, je vais y arriver, par avant-poste que vous contrôlez, si vous la jouez, soit vous marquez un point de victoire par avant-poste, donc jusqu'à 5 potentiellement, soit vous faites de la récolte, mais autant que vous avez d'avant-poste. Là, par exemple, hop, alors évidemment c'est du vert, puisque je suis dans la zone verte. Là, vous allez pouvoir faire une action de récolte classique, mais là, en plus, vous allez faire une action de récolte par avant-poste vert que vous contrôlez, et vous gagnez une ressource de plus. Alors bon, c'est écrit, il y a une lettre de jeu hein, pour les iconos, mais une fois que vous avez vu une fois, vous avez compris. Là, évidemment, ce que je vous dis, c'est pas clair, mais une fois que vous avez vu une fois, c'est bon. Donc, par exemple, ce genre de carte-là, si vous avez 3-4 avant-postes que vous contrôlez, waouh, vous faites le plein de ressources en un coup. Quand je vous ai dit que vous avez des cartes qui vont vous permettre de vraiment bonusser vos actions, c'est très très bien. Après, les trucs plus génériques, là, c'est vraiment lié à vos avant-postes. Là, par exemple, vous pouvez faire un déplacement classique et un déplacement qui se fout des hauteurs. Hein. Vous considérez que vous avez des ascenseurs automatiques, hein, etc. Donc, vous avez comme ça plein d'actions différentes qui, là, par exemple, hop, je vais vous montrer, là, vous avez fait un déplacement. Ça, c'est un déplacement où vous foutez de la majorité. Là, vous ne tenez pas compte de la majorité. Et ce déplacement où vous foutez de la majorité, vous le faites autant de fois que vous contrôlez d'avant-poste rouge. Si vous en contrôlez 3, vous allez aller partout comme vous voulez. Vous allez pouvoir prendre une majorité en y envoyant des bonhommes petit à petit, alors qu'en intermédiaire, vous n'aviez pas la majorité. Alors que normalement, ce système de majorité bloque ce genre de système-là. Donc les cartes, il faut les acheter. Il faut que vous bonussiez vos actions. Il ne faut pas continuer à jouer toute la partie avec vos cartes de base, évidemment. Il faut jouer après avec ces cartes-là, sans compter que c'est des points de victoire fin de partie. Donc c'est fondamental. Et pour ça, il faut des ressources. Ça, c'est sûr. Et n'oubliez pas que ça, c'est 2 points de victoire, c'est 2 ressources. Mais enfin, celle-là, elle vous en rapporte 4. Hein. Donc, c'est vite calculé. Alors, vous avez vu, là, quand même, je vous ai montré 3 cartes où vous avez des actions qui dépendent du contrôle des avant-postes. Donc vous vous dites, ah ouais, les avant-postes, c'est vachement bien. Bah, c'est vachement bien d'abord parce que c'est des cartes puissantes qui dépendent des avant-postes que vous contrôlez, mais ensuite, c'est vachement bien pourquoi? Parce que vous avez des objectifs qui dépendent des avant-postes. Là, il faut contrôler des avant-postes bleus et vous multipliez par 3 pour avoir le nombre de points de victoire. Là, quand vous n'avez qu'un seul bonhomme, il faut juste être présent au niveau d'un avant-poste vert, donc vous n'êtes pas obligé de le contrôler quand vous avez juste un truc comme ça. Mais là, il faut contrôler les avant-postes verts à chaque fois. Là, c'est le nombre d'avant-postes que vous contrôlez, quel qu'il soit. Donc ça, c'est, je vous l'ai peut-être pas bien la carte, pardon. Ça, c'est une carte qui est très puissante parce que tous les avant-postes que vous contrôlez vous rapportent 2 points de victoire. Donc là, si vous pouvez en contrôler 5, 6, 7, c'est tous. Donc 7 x 2, 14 points de victoire avec ça. Ça, c'est énorme. Donc les avant-postes, c'est intéressant pour des cartes actions bonus qui dépendent des avant-postes que vous contrôlez et pour ces cartes objectifs. Donc ça, il faut vraiment on cherche à contrôler ces avant-postes. Et comme je vous l'ai dit, pour les contrôler, c'est simple, il faut la majorité dans la zone où est l'avant-poste. S'il y a la majorité d'un joueur, il prend le cube, il le met sur son plateau. S'il y a égalité, pas de majorité, le cube revient ici, il est à personne. Si le joueur quitte la zone et que dans cette zone-là, il n'y a plus personne, le cube revient ici. Donc c'est-à-dire que si vous avez, mettons, la majorité comme c'est le cas là, et que j'ai ce cube bleu, je suis obligé de laisser au moins inférieur ici pour garder ma majorité. Je ne peux pas me barrer, hein, ce qui est logique. S'il n'y a plus personne, l'avant-poste n'est plus contrôlé. Mais si quelqu'un vient me piquer la majorité, je suis obligé de lui donner le cube. Donc c'est comme ça que ça marche. Donc pour ces 2 raisons-là, vous avez bien compris, mais il y a une autre raison, dont je ne vous ai pas parlé exprès, qui est très importante pour les avant-postes. Je reprends le plateau personnel. C'est qu'en fait, quand on gagne des cubes, parce qu'on contrôle les avant-postes, je fais n'importe quoi, on s'en fout, on vient les mettre dans ces petits emplacements. Mais alors, il y a 3
groupe de 4, parce qu'il y a 3 couleurs, hein, tout simplement. Donc on va, voilà, je contrôle les avant-postes, je vais vous faire n'importe quoi, tac, et je viens ici, mettons, voilà, et tac, je contrôle, voilà, je suis comme ça. Donc les cubes de contrôle d'avant-poste sont là. Alors c'est pratique parce que quand on multiplie, par exemple, là, pour avoir les points, c'est pas la peine d'aller regarder sur le plateau où est-ce que je contrôle, il suffit de compter vos cubes ici, hein, et vous avez le nombre d'avant-postes que vous contrôlez, vous multipliez, c'est vite plié. Quand même, pareil, quand vous faites vos calculs de cartes ici, qui dépendent du nombre d'avant-postes que vous contrôlez, vous regardez juste les cubes que vous avez là, c'est simple. Mais regardez, là, je vous ai pas montré. Vous avez des emplacements, alors en fait, le reste du plateau c'est simple, hein. Là c'est ma carte, hein. C'est moi, avec mon pouvoir de faire un double récolte. Là c'est là où je place mes cartes comme je vous l'ai montré. Là c'est mes ressources, maximum 10, et là c'est mon rebut. Alors au passage, je vous l'ai dit je crois, hein, les cartes qu'on n'utilisera plus parce qu'on les a échangées pour d'autres, mais les points de victoire de fin de partie apportés par les cartes marchent toujours. Hein. Les cartes qu'on se défausse ici, elles rapporteront quand même les points de victoire fin de partie. Donc si vous défaussez une carte que vous aviez pris au marché à un moment de la partie, et qu'elle vient ici, elle vous rapportera quand même ces points de victoire en fin de partie. Vous ne les perdez pas, même si vous perdez l'action. Ces 3 emplacements-là, et bien en fait, ce sont des jetons, attributs, que voilà. Et en fait, ils sont des 3 couleurs, ces jetons attributs. Hein. Donc vous allez avoir les bleus, que je suis en train de vous montrer, les rouges et les verts. Voilà, vous avez tous ces jetons attributs. Alors ces jetons attributs, ça vous donne des bonus au cours de votre partie. On va tous commencer la partie avec un jeton attribut. Alors comment on le choisit? Alors, en toute première partie, vous pouvez le tirer au hasard. Bon, parce que tout simplement, on ne sait pas du tout, on ne sait pas jouer, donc comment savoir que tel attribut sera mieux qu'un autre? Ou alors vous faites la règle d'une espèce de draft qui est très bien, c'est-à-dire que tous les jetons attributs, on va les révéler, hein, par couleur, on va les révéler. Le premier joueur en choisit un, le deuxième en choisit un, le troisième en choisit un, le quatrième en choisit 2. Puis on repart dans l'autre sens, troisième joueur en choisit un, deuxième joueur en choisit un, troisième joueur en choisit 2. Et de toute façon, à la fin, il faut avoir 3 jetons. Hein, donc en fait, on va chacun choisir 2 fois. Et 3 jetons, un de chaque couleur. Et en fait, ces jetons, une fois qu'on les a choisis, bon là vous voyez pas ce que c'est, peu importe, on va les mettre ici. Et qu'est-ce qui se passe? Et bien en fait, il faut bien comprendre que quand vous arrivez à la fin de du deuxième tour de la manche, j'ai bien dit à la fin du deuxième tour, c'est pour ça que vous avez ce point-là qui pointe vers là. C'est quand vous avez joué vos 2 cartes et vos actions de la fin, on regarde immédiatement si vous avez au moins 2 cubes d'une couleur. Si vous avez 2 cubes d'une couleur qui correspondent donc au fait que vous contrôlez 2 avant-postes de cette couleur, vous retournez le jeton et maintenant, vous bénéficiez de son bonus. Celui-là est très simple. À chaque fois que vous faites une récolte, vous gagnez en plus soit une technologie, soit une énergie, une ressource de votre choix que vous prenez dans la réserve. Évidemment, si je n'ai que 2 et que je perds le contrôle de mon avant-poste, que quelqu'un arrive à me prendre la majorité sur la zone, et que je le perds, bah oui, à ce moment-là, je perds mon bonus. Mais je pourrais le regagner, évidemment, si j'en ai un à nouveau. Ah, et oui, ça, c'est une autre raison pour laquelle on veut contrôler les avant-postes. On contrôle les avant-postes pour les points de victoire tout au long de la partie avec les objectifs, on contrôle les avant-postes. Parce qu'on va pouvoir faire des actions super puissantes, on contrôle les avant-postes. Parce que ça nous débloque nos attributs, qui sont des bonus non négligeables. Mais ce n'est pas tout, les avant-postes, en plus, c'est des points de victoire fin de partie. Si à la fin de la partie, pour chaque avant-poste que vous contrôlez, vous avez un point de victoire. Et pour chaque attribut que vous retournez, vous avez aussi des points de victoire. Si vous en avez 1 de retourné, c'est 1 point de victoire. Si vous avez 2 de retourné, c'est 3 points de victoire. Si vous avez 3 de retourné, c'est 6 points de victoire. Ça, c'est rappelé ici, en fait, les points de victoire fin de partie. Hein, vous avez donc 1 point de victoire par avant-poste contrôlé, 1 point de victoire si vous n'en avez retourné qu'un seul, 3 points de victoire si vous en avez retourné 2, et 6 points de victoire si vous avez retourné les 3, à la fin de la partie, j'entends. Et ensuite, les ressources que je vous disais, c'est 1 point de victoire. Je me suis trompé au passage. Les triangles, ça vaut 1 point de victoire, tandis que les ronds, c'est 1 point de victoire pour 2 ronds. Bah oui, ils sont par terre, c'est plus facile à aller choper. Et après, évidemment, vous avez toutes les cartes. Nous, on a fait une vingtaine de points avec les cartes à la fin. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Donc il faut pas négliger les cartes, parce qu'il y a les points de victoire fin de partie, puis comme je vous l'ai dit, ce sont toutes les actions bonus aussi. Juste l'ordre du tour, je crois que m'oublier de vous le dire, c'est très important. L'ordre du tour est défini, je vous ai dit au début, il y a un avantage au dernier qui a plus de ferrailleurs sur le terrain que le premier, bien plus même. Et en fait, à la fin de chaque manche, on refait l'ordre du tour. Comment? Eh bien on regarde les points de victoire. Hein, puisqu'on a un plateau point de victoire que je ne vous ai pas montré, hein, hop, qui est là. Donc on a un plateau point de victoire. Eh ben c'est simple, celui qui a le moins de points de victoire devient premier joueur. Celui qui a le plus de points de victoire devient dernier joueur. Et pour des joueurs qui seraient à égalité, on inverse leur ordre par rapport à la manche précédente. Ça permet un bon équilibre, ça évite le lose-lose. Le joueur qui est un peu à la traîne derrière, à la manche suivante, au moins, ça va être le premier à jouer, donc il va pouvoir être beaucoup plus libre de faire ce qu'il a envie de faire.
Comme on fait quand même 4, 5, 6 actions, là, vous voyez, par exemple, cette carte-là, je vais pouvoir spawner un type, je vais pouvoir récolter, je vais pouvoir faire 2 déplacements. Rien qu'une carte, là, je fais 1, 2, 3, 4 actions, quoi. Plus l'autre carte, je peux en faire 6, 8, hein, éventuellement, si j'ai vraiment des grosses cartes comme ça. Donc ça, c'est typique des cartes du marché noir, à propos, hein. Pardon, vous la voyez pas, la carte en plus. C'est typique des cartes du marché noir, elles ont souvent beaucoup d'actions, les cartes du marché noir. Donc encore une fois, quand c'est vous en premier qui jouez, vous faites quand même pas mal d'actions sur votre premier tour. Donc ça a un intérêt. Donc du coup, voilà, vous êtes dernier, vous êtes premier à jouer, à vous de mettre cet avantage à profit pour ne plus rester dernier. Donc ça évite le lose-lose. Donc c'est très bien. Et puis j'ai peur de Kingmaking, mais en fait, il n'y en a pas vraiment. Lui, là, qui détruit, comme il détruit un pour tout le monde, du coup, ça fait pas de Kingmaking. Alors après, vous avez plein d'autres cartes qui font plein d'autres effets. Celui-là, que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, si vous jouez ça, vous pouvez copier l'effet d'une des cartes que vous avez déjà joué à cette manche. Par exemple. Vous avez une carte que j'ai pas là, mais qui vous permet de détruire, alors je suis à peu près certain qu'elle est dans le tas rouge, qui vous permet de détruire une unité adverse. Est-ce qu'elle va y être? Sinon, c'est pas grave, je vous ai expliqué. Non, elle est pas là, bon, je sais pas où elle est. Ça vous permet de détruire une unité adverse. Et en fait, quand vous la jouez, un autre joueur doit virer une unité. Mais quand il vire cette unité, il la vire du jeu, par contre. Là, elle sort vraiment du jeu, c'est sûr, c'est écrit dans la règle en clair. Contrairement au drone qui ne sort pas du jeu. Donc elle sort du jeu, il sort son unité, mais par contre il gagne un glucidion, vous savez, les jetons qui vous donnent une action en plus. Hein. Donc ça, c'est avec la carte spéciale pour tuer une unité. Alors pareil, c'est une carte, il n'y en a qu'une, donc vous ne ferez qu'une fois par manche. Hein. Donc c'est une carte, elle fera 4 dégâts à la limite dans la partie maximum, puisqu'il y a 4 manches. Donc tout est quand même bien équilibré. Voilà, et au passage, les sachets des autres factions avec les couleurs, toutes celles dont je vous ai parlé, c'est le gros bill, ça, hein, qui vaut 3 en majorité, et puis celui-là, l'espèce de couleur lavande, on va dire, hein, qui est celle qui monte sur les toits. Et voilà. Et donc ça, c'est DEI, Dividé et Impera. Eh ben écoutez, ça m'a beaucoup plu. Franchement, c'est très bien. Oui, il y a une grosse part tactique quand même, parce qu'on s'adapte en permanence aux autres, mais évidemment stratégique aussi avec ces cartes-là. Et en même temps, on se construit une main de cartes très bien. Parce que c'est un card driven, certes, mais les cartes, on les a tout le temps en main. On en a 8 en permanence, et on peut faire toutes les actions des 8, hein, puisqu'on joue celle qu'on veut et on les récupère en fin de manche. Mais évidemment, grâce au marché de cartes, on va modifier sa main, donc modifier les actions qu'on va pouvoir faire dans toute la partie de façon à être super efficace. Après, si vous commencez à prendre des cartes qui sont super bonusées quand vous contrôlez, excusez-moi, des avant-postes verts, vous allez essayer de les choper, puis vous allez essayer de les garder. Vous n'allez pas essayer de vous en foutez pas. Et dans cette configuration de partie en plus, regardez, aux objectifs de dernière manche, c'est combien de verts vous contrôlez pour marquer 3 points ou 2 points si c'était une carte qui était avant. Donc, encore une fois, tout ça, on construit sa partie. Nous, dans notre partie, j'ai bien vu, il y en a 2 qui ont parfaitement construit la partie entre les cartes qu'ils avaient, qui ont bien utilisé leurs factions. Je vous rappelle que les factions sont asymétriques, donc les pouvoirs, les drones, etc., qui ont bien utilisé tout ça. Je ne sais plus combien on a fini sur la première partie. Les 2 joueurs, ils ont dû finir autour de 65 par là. Mais il y a un joueur, par exemple, qui d'entrée de jeu n'avait pas bien compris son drone, il avait celui-là, et il a mis ses unités loin de son drone. Alors pour ce drone, il faut être à côté, hein. C'est celui-là qui est important, il faut que ce soit à côté, ça l'a énormément handicapé, il a fini dernier, il a été un petit peu largué. Donc faut quand même faire un petit peu attention, encore une fois, il y a quand même différents types de stratégies à prendre, et évidemment l'interaction est très très importante. Puisqu'on n'arrête pas de pouvoir se piquer les majorités, on se pique les majorités, ou prendre des majorités, bloquer des joueurs, ils ne peuvent plus passer, prendre une majorité pour prendre les ressources, prendre des majorités pour garder les avant-postes. Vous vous doutez bien qu'une région où il y a 2 avant-postes comme celle-là, écoutez, tout le monde va essayer de se rusher dessus, et puis on va essayer de la blinder. Donc voilà, il faut voir. Après, ces jetons-là amènent de la variabilité. Moi j'avais un jeton qui faisait qu'à chaque fois que je mettais un refuge, ça comptait à +2 pour les majorités. Par exemple, des jetons, des trucs différents, là vous en avez des tonnes, hein. Donc ça change beaucoup la partie, les cartes changent évidemment la partie en fonction de ce que vous faites, malgré au final qu'il n'y ait pas énormément d'actions différentes disponibles. Hein, je bouge, je récolte, je construis, il n'y a pas énormément d'actions disponibles différentes, et pourtant le jeu est riche parce qu'il est fortement interactif, et parce qu'avec toutes ces cartes et ces jetons, du coup ça varie. Et comme les factions sont en plus asymétriques, ça varie d'autant plus. Et j'ai hâte de voir les extensions, parce qu'à mon avis ça fait encore plus varier le truc. Donc voilà, c'est une très bonne surprise, parce que sur un jeu qui est simple, hein, c'est pas un Eurogame costaud, hein, on n'est pas du tout là-dedans, sur un jeu qui est simple, je m'attendais pas à prendre autant de plaisir, alors que je me suis bien éclaté dans ma partie. Alors, bon, j'ai bien fini dans la partie, mais pour tout vous dire, j'ai pas gagné, hein, j'ai perdu à 1 point, ce que je trouve absolument scandaleux. On n'a pas le droit de perdre à 1 point, mais, enfin être deuxième à 1 point. Donc voilà, donc c'est vraiment une très bonne surprise. En plus, le plateau, la première partie, vous ferez ce qui est indiqué dans la règle pour la mise en place, mais après, vous faites un peu ce que vous voulez. Hein. Donc même si, voilà, au début, il y a les numéros, vous disent faites ça, puis après, bon,
vous mettez comme vous voulez, c'est quand même plus sympa, ça fait changer à chaque partie. Après, comme je vous l'ai dit aussi, il y a des petites règles optionnelles qui traînent un petit peu partout, alors je voulais vous en parler, mais moi je les ai pas vraiment utilisées. Là c'est quoi? Voilà, là c'est celle que je vous disais, où au lieu de mettre 8 cartes ici, vous n'en mettez que 4. Donc ça fait qu'en fait, du coup, on cherche tous à faire la même chose. Là par exemple on se chercherait tous à faire pour faire ça à bloquer les, je vais y arriver, les avant-postes bleus. Bon, alors c'est sympa, ça fait du rush, on se bat tous pour un truc, mais moi j'aime moins ce jeu. Voilà, on se bat tous pour faire ça. Non, bah là on a deux possibilités, je préfère. Bah, du coup, je peux faire ça, orienter ma stratégie un peu différemment, laisser deux se battre. Enfin bon, je trouve que ça rend le jeu plus riche d'avoir plus de missions, même s'ils nous disent vous pouvez en mettre que 4 si vous préférez les jeux où on se tape dessus. Donc ça donne une petite flexibilité au jeu qui est sympa. Donc l'Eurogamer que je suis, ben moi du coup ça m'a plu. Sélection des attributs, c'est juste le draft, je vous ai parlé. Hein, c'est-à-dire qu'on en tire 2 au hasard en première partie pour pas passer 2 heures à comprendre lequel on va prendre. Mais après, c'est de faire un draft que je vous ai expliqué. Voilà. Je suis en train de regarder. Oui, après, vous les lirez, c'est des petites modifications. Voilà toute l'explication. Donc encore une fois, Ludus Magnus Studio pour le jeu qui a été francisé par Intrafin. Donc DEI, Dividé et Impera. Un jeu qui n'est pas un Eurogame, mais qui fait quand même réfléchir, croyez-moi, avec une super interaction, une vraie ambiance. On est dans l'histoire. C'est vraiment très sympa. Donc je ne fais qu'une chose, c'est vous le conseiller. Après, il faudra voir un petit peu ce qui arrive dans le commerce. Cette version-là, c'est sûr, c'est Intrafin, mais je pense qu'il y aura sans doute des extensions qui arriveront. Alors, est-ce qu'elles arriveront en français? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a d'autres choses qui seront quand même commercialisées, à mon avis. Voilà, bon jeu!